Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Comme d'habitude, depuis bientôt une année, je parle des livres en cours de lecture ou des livres lus durant la semaine, parfois terminés, parfois à peine commencés. Et j'en lis des extraits et je réfléchis à haute voix de manière assez libre et improvisée sur ces livres qui sont plus ou moins nombreux selon les semaines. Parfois, il y a un gros tas de livres avec plein de nouveautés. Parfois, il y en a moins. Cette semaine, 3 livres. 3 livres, j'allais dire seulement, ça peut paraître beaucoup, surtout qu'on peut remarquer que certains d'entre eux sont assez épais. Mais c'est assez peu, et puis surtout, ce sont les mêmes que la semaine passée, -1. Et donc, il n'y a pas de nouveauté, mais il y a la suite, pas tout à fait la fin. Pour aucun d'entre eux, je suis allé jusqu'à la fin, même si je n'en suis pas loin, ça veut dire qu'ils seront de nouveau là la semaine prochaine, ces livres-là, et donc que j'en reparlerai. Donc ici, peut-être que ce journal de lecture sera plus court, peut-être pas, je ne sais pas. Donc je vais les parcourir. On va parcourir le monde. Ce terme de parcourir est peut-être justement un point d'entrée dans ces livres-là, parce que ils vont nous amener en différents endroits. On va se rendre à Berlin, revenir en France, à plusieurs endroits de la France, et puis partir pour les États-Unis. Alors Berlin, 1988, voilà comme je le dis chez moi en Suisse, sans doute que François Bon dit Berlin 1988, un an avant la chute du mur, la ville comme une île, reprise révisée de Calvaire des chiens. Et j'en ai déjà un tout petit peu parlé la semaine passée, surtout de ce premier texte qui fait partie de ce livre-là, L'île sans mur, Berlin 1988. Et puis, il y a un deuxième texte dans lequel je suis entré. D'ailleurs, il me reste un chapitre à lire, donc j'ai bientôt terminé cette lecture-là. Calvaire des chiens qui est un livre paru initialement, là aussi je vais le prononcer à la Suisse, en 1990, aux éditions de Minuit. Et je n'ai pas lu Calvaire des chiens dans l'édition de Minuit, je ne sais pas si c'est encore trouvable. En tout cas, je n'ai jamais eu l'occasion de le lire auparavant, et donc j'entre par ce livre révisé, par cette reprise révisée. Je ne sais pas les différences par rapport au texte originel, et je lis donc ceci en le découvrant avec beaucoup d'intérêt sur cette ville de Berlin 1988, mais aussi le scénario d'un film et le tournage et les personnages ou les acteurs, actrices, réalisateurs, etc., scénaristes de ce film-là, dans une chambre à Berlin, puis dans les Cévennes, dans un lieu qui s'appelle justement le Calvaire des chiens, où il se passe des choses assez épouvantables vis-à-vis des chiens, avec un monde assez opaque, enfin en tout cas qui me paraît à la lecture assez opaque. On passe d'un lieu à l'autre, d'une parole à l'autre, il y a des personnages qui sont récurrents et qu'on rencontre. Et puis il y a la ville qui est présente, la ville de Berlin par exemple, évidemment. Cette ville de Berlin qui, entre 1988 et 1990, a complètement changé. Et évidemment, on est dans un moment charnière. Cette ville qui est aussi mise en contrepoint avec des lieux plus vides, même s'il y a du vide aussi dans les villes. Et puis, autre contrepoint, ce texte est raconté
par quelqu'un à qui l'on a raconté. Il y a un personnage que les auditeurs, ou les spectateurs, ou les lecteurs de François Bon connaissent, mais connaissent plus par le monde de ses vidéos, Jean Barbin, qui intervient, qui parle à quelqu'un qui lui parle encore, etc. Et cette question de l'énonciation de qui parle nous laisse dans un certain flou. Puisque souvent on nous dit Barbin, mais Barbin répétant les paroles que quelqu'un d'autre lui a dit a un je non identifié. Je, voyez, comment commence le passage que je vais lire. Je parle d'une ville qui a disparu, disait Barbin. Ne vivait que d'être une enclave dépecée. Et voilà qu'on a ouvert l'écluse sans rien retenir de cette tension fragilement établie. À Berlin, j'étais par chance logé, dit Barbin, dans une de ces villas disséminées au bord de la forêt, au temps de l'ancienne puissance prussienne et destinée comme un rêve gothique hérissé de loggias tortueuses et balcons, mais divisés ensuite en ces appartements dédaléens qu'on nous attribuait, conservant pourtant un peu de leur ancienne grandeur dans la grande salle sombre du milieu à lustre et cheminée. L'après-guerre avait chaussé de plus grosses bottes pour rattacher juste au pied de la villa le centre à son périphérique. Il disait bien Stadtring, malgré la double impasse et les bretelles où cela se perdait à chaque extrémité des 3/4 d'orange. Précisa Barbin, ça c'est une parenthèse. Le carrefour, étalé au rouleau à pâtissier, n'était plus à l'échelle des piétons et enjambait l'autoroute sur une dalle mince s'y vissant par 4 rampes, compliquées d'un pont trop long sur les voies ferrées mangées d'herbe. Les tours plantées là avaient noirci trop vite et d'étroits balcons triangulaires en quinconce. Nouvelle parenthèse, et guillemets ouverts, livres trop faciles qui ont leur succès et passent, mais les mauvaises architectures restent et déclassent avec elles le petit carré de planète qui les porte, lui disait Andreas, un des personnages qui s'exprime, lui disait à Barbin, qui nous dit à nous, ou qui dit au jeu, au narrateur, qui nous dit à nous. Vous voyez, cette espèce de transmission d'une parole quasiment collective. Et donc, la ville de Berlin, mais on n'est pas tout le temps à Berlin, on est aussi dans ce qui devrait faire l'objet du film, d'un film qui ne sera, je crois, pas tourné. Même dans le livre, il y a des choses qui restent un peu obscures pour moi dans cette lecture-là. Ce calvaire des chiens, avec cette présence aussi des chiens qu'on tue, des chiens morts, avec quelque chose qui crée une forme de dureté à ce texte, mais aussi, notamment avec certains personnages, un certain Fouquereau, qui tout d'un coup intervient avec un langage à la fois étrange et presque comique, et donc il y a une espèce de mélange des genres. Je leur apportais du grillage c'était la mode, carnaval et aubaine, fortune des entreprises, voyez-moi ça les lendemains de fête, disait le chauffeur. Un premier hiver était venu, et une première visite d'une commission d'hygiène départementale qui n'avait rien trouvé à redire. Le chenil, là on est justement dans ce calvaire des chiens, le chenil alors déjà réparti sur tout un côté de rue plus une ferme. Au premier froid, les joueurs de guitare, au haut du village, avaient déguerpi pour ne plus revenir, leur revendant une vieille R4 qui allait durer autant que leurs amours. C'est les amours de
l'actrice, la comédienne du film est d'un autre homme. Est-ce que c'est Armand, je crois? Sauf erreur, je me perds un peu dans cette lecture avec un plaisir. Moi, j'ai toujours eu plaisir à me perdre dans les livres. Je sais que beaucoup de gens nous disent « Ah, j'aime pas ce livre, je comprends rien ce qui se passe. » Moi, je dois vous avouer que j'aime quand je comprends rien. Et je sais pas que je comprends tout à fait rien, mais quand même, il y a des choses, surtout que c'est une première lecture, parfois l'esprit vagabonde aussi pendant la lecture. Et Martial Fouquereau, leur désignant dans la cour la caisse sans roue, montée sur 4 parpaings, et qui servait de réserve à outils, ajoutait la culasse pétée, malheur des hommes, Durite et Villebrequin. Fouquereau a tout mis par terre, frotti-frotta, clé à pipe. Il y a un côté presque rabelaisien. Et quand j'emploie rabelaisien à propos de François Bon, c'est en connaissance de cause, sachant que c'est un des auteurs fétiches que François Bon a exploré de manière très approfondie, à l'instar de Balzac ou de Lovecraft. Et donc voilà les paroles de ce Fouquereau que j'ai beaucoup aimé dans leur inventivité. Nous voilà à la casse, nous voilà à la casse d'Alès, les épaves sur nos têtes, surprise des morts, on paye en sortant. Embrayage, échange standard et nouvelle essuie-glace. Mais parlez-moi d'amour, jamais il n'a voulu qu'on remonte et cet homme marche à pied. Pernicieux, courage, persévérance et les cardans à l'air. Sa mobilette est roulée, tant pis pour les culbuteurs et ma patience, tout ça dans les cartons et les cartons dans la remise. Et Armand, là tout d'un coup, on n'a plus la parole de ce Fouquereau, le chauffeur. Et Armand, chaque matin, partait pour le calvaire, au haut de la côte, ramenait par le vieux pont, en voûte au-dessus du torrent, les chiens abandonnés dans la nuit et attachés là, fourraient dans sa poche l'argent et les chèques laissés dans la boîte, tandis que les cases de grillage rognaient sur tout l'îlot nord du village, et que déjà ils avaient isolé 3 rues pour les contenir. C'est qu'on en retrouvait dans un sale état, battus, affamés, des chiens chauves, quelquefois des mauvais traitements dans les HLM là-bas. Et je pouvais quoi faire, je mettais ceux-là dans un endroit spécial, je ne voulais pas de contagion. Je n'ai jamais piqué, je n'aurais pas piqué. Je n'avais même pas les produits. Voilà, le début du calvaire des chiens, où ces chiens abandonnés, ces chenils qui occupent un village lui-même abandonné. Alors on parlait de guitare avant, une sorte de hippie qui était là, mais qui vont s'en aller. Il ne restera plus que les chiens. Mais les chiens qui mourront, vivront un calvaire. Et tout ça en contrepoint avec Berlin. Là, il me reste un chapitre où on retournera à Berlin, le 7e chapitre. Donc je reparlerai de la fin de ce livre la semaine prochaine. D'ici là, je pense que j'aurai le temps de lire ce chapitre-là. Et parmi les livres que je lis également en ce moment pour poursuivre le voyage, je vais revenir comme le font les personnages ou les voix. C'est peut-être plus juste de dire les voix ou les présences de Calvaire des chiens, revenir en France, revenir dans la France de Gérard de Nerval et de ses filles du feu. Là aussi, je suis presque à la fin là, dans la Pléiade. Nerval des filles du feu, et donc j'en ai croisé certaines de ces filles. Angélique, dont j'ai déjà parlé la semaine passée, puis Sylvie, puis également Octavie, Émilie, Isis. Et non seulement il y a les filles du feu, c'est ce feu intérieur provoqué par les filles, mais aussi les filles
du lieu, des lieux qui sont précisément aussi des lieux qui sont ceux de l'enfance de Gérard de Nerval, le Valois, chansons et légendes du Valois, voilà un autre texte dans ces Filles du Feu qui évoque des chansons et qui les commente. Certaines restées connues, ou connues dans des versions, enfin pour moi, dans des versions qui se sont déplacées. Au jardin de mon père, vole mon cœur, il y a un pommier doux, tout doux. Comme ça. Moi j'ai tout de suite une mélodie en tête. Au jardin de mon père, digue-donc ma dondaine, il était un vieux pommier. Mais ça c'est la version de chez nous de ceci. Ou alors l'histoire de Saint-Nicolas et du boucher. Il était 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. S'en vont au soir chez un boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Entrez, entrez, petits enfants. Il y a de la place assurément, et on sait ce que fera le boucher par la suite. Donc ces légendes et chansons du Valois comme cadre, et puis ces lieux d'ailleurs il y a un village évoqué qui a le même nom que le mien, Montagny, et on se rend dans ce lieu-là. On y voit les personnages, la tante de Sylvie, et des personnages plus romanesques encore. Voilà le dernier feuillet de Sylvie, justement. Telles sont les chimères qui charment et égarent au matin de la vie. J'ai essayé de les fixer sans beaucoup d'ordre, et c'est vrai que Gérard de Nerval nous balade, comme on se balade peut-être dans Le Calvaire des chiens, dans Berlin, 1988, de François Bon. On se balade d'un lieu à l'autre. Alors chez Nerval aussi, ce ne sont pas des textes dont la construction est extrêmement... Je parle des nouvelles des Filles du Feu, dont la construction est ultra rigoureuse, où on aurait une sorte d'unité de lieu, d'action, etc. On n'est pas dans du classicisme, non. C'est ce que j'aime, moi. Je suis pas trop un classique, je suis plus un romantique, sans doute, oui. Et les chimères, bien sûr, les chimères qui ne peuvent que nous parler quand il s'agit de Gérard de Nerval. Telles sont les chimères qui charment et égarent au matin de la vie. J'ai essayé de les fixer sans beaucoup d'ordre, mais bien des cœurs me comprendront. Les illusions tombent l'une après l'autre, comme les écorces d'un fruit, et le fruit, c'est l'expérience. Sa saveur est amère, elle a pourtant quelque chose d'âcre qui fortifie. Qu'on me pardonne ce style vieilli. Rousseau dit que le spectacle de la nature console de tout. Je cherche parfois à retrouver mes bosquets de Clarens, évidemment allusion à la Nouvelle Héloïse de Rousseau, perdue au nord de Paris dans les brumes. Tout cela est bien changé. Ermenonville, là où était enterré Jean-Jacques Rousseau, justement, Ermenonville, pays où fleurissent encore l'idylle antique, traduite une seconde fois d'après Gessner. Tu as perdu ta seule étoile qui chatoyait pour moi d'un double éclat, tour à tour bleu et rose comme l'astre trompeur d'Aldébaran. Voilà, tout d'un coup il y a une certaine érudition chez Nerval, et il y a des histoires de bibliothèque aussi, là, dans Angélique, je crois que j'en ai parlé la semaine passée, et là aussi. Donc rose comme l'astre trompeur d'Aldébaran, c'était Adrienne ou Sylvie.
c'étaient les deux moitiés d'un seul amour. L'une était l'idéal sublime, l'autre la douce réalité. Que me font maintenant tes ombrages et tes lacs, et même ton désert, Otis, Montagny, Loisy, pauvre hameau voisin Chalice, que l'on restaure, vous n'avez rien gardé de tout ce passé. Quelquefois j'ai besoin de revoir ces lieux de solitude et de rêverie. J'y relève tristement en moi-même les traces fugitives d'une époque où le naturel était affecté. Je souris parfois en lisant sur le flanc des granites certains vers de Roucher qui m'avaient paru sublimes, ou des maximes de bienfaisance au-dessus d'une fontaine ou d'une grotte consacrée à Pan. Les étangs creusés à si grands frais étalent en vain leur eau morte que le cygne dédaigne. Il n'est plus le temps où les chasses de Condé passaient avec leurs Amazones, fiers, où les corps se répondaient de loin, multipliés par les échos. Pour se rendre à Ermenonville, on ne trouve plus aujourd'hui de route directe. Quelquefois j'y vais par Creil et Senlis, d'autres fois par Dammartin. Voilà, cette évocation tellement lyrique et dont on sent qu'elle touche au cœur directement de ces lieux, de ce passé, de ces filles du feu différentes, deux pans de ces amours de Gérard de Nerval, Adrienne, l'idéal, et Sylvie, la réalité, la douce réalité. Alors, douce réalité, chez James Ellroy, on en est assez loin. La notion de douceur n'est pas celle qui est au cœur de Underworld USA de James Ellroy. Le 3e volume de cette trilogie que je lis déjà depuis un certain temps et dont il me reste encore pas mal de pages, à peu près 700 à 800 pages, encore pour parcourir une réalité peut-être alternative de l'histoire des États-Unis, de l'histoire des États-Unis des années 1960, puis 70, et de la relire, cette histoire-là, par en dessous, Underworld. C'est les bas-fonds, ce qui est en dessous. Il y a l'idée quand même d'une sorte de complot généralisé, alors, auquel certains croient aujourd'hui. On voit bien que les États-Unis sont traversés par ces sombres idées, ces sombres personnages et ces choses épouvantables de racisme, de poids malfaisant d'une culture religieuse lourde et méchante. Et on a ces personnages ici qu'on retrouve, et puis quelques nouveaux personnages. Alors je suis encore au début de cette dernière partie ici où on va assister, on sait par l'histoire certaines choses, et puis on découvre, ou on réinvente des choses qu'on connaît moins ou qu'on trafique. On est où j'en suis dans ma lecture, précisément ici dans le chapitre que j'ai arrêté en plein milieu, chapitre 12, Las Vegas. C'est vraiment le lieu le plus présent dans ce livre-là et le plus emblématique peut-être, avec d'autres. Il y a Los Angeles, il y a Miami, il y a évidemment Washington, etc. Las Vegas, 9 août 1968, voilà le moment où on en est. Notamment, alors là, j'ai lu des pages aussi autour des
convention, de la convention qui nomme le futur, non pas encore président, mais candidat à la convention républicaine qui nomme celui que la mafia, d'après James Ellroy, ou d'après ce livre-là, voudrait bien avoir comme président, c'est-à-dire Richard Nixon, parce que on va lui donner du fric, on va le rencontrer. Donc justement, nous, on a le point de vue des gens qui essayent de se mettre dans la poche ce Richard Nixon, candidat corruptible, semble-t-il. Évidemment, on connaît la fin de la carrière présidentielle de Nixon, qui arrivera sans doute, ou en tout cas qui est sans doute l'aboutissement de ce livre-là, le fameux scandale du Watergate. Mais je n'en suis pas encore là, il n'est pas encore président dans le moment où je suis en train de le lire. Et puis on a des meurtres sordides qui arrivent, des recherches de gens disparus, on ne sait pas trop qui c'est, une certaine Gretchen ou Celia, on ne sait pas trop qui elle est, mais qui est mêlée à des histoires louches, et puis vous avez des personnages aussi assez glauques, de racistes, épouvantables, et puis au contraire l'agent Dwight Holly qui s'acoquine avec la gauche radicale parce qu'il couche avec une femme qui elle-même est engagée dans ces mouvements de gauche, alors que lui est plutôt bien à droite, mais justement il se rend des services, il protège certaines personnes qui pourraient être menacées par le gouvernement ou par le FBI, sous la direction de John Edgar Hoover, qui était ouvertement raciste. Donc il protège ces gauchistes, mais elle lui donne des renseignements sur ces gens-là aussi, qui peuvent servir à leur nuire. Donc on voit bien qu'il y a toutes ces ambiguïtés qui sont là. Et puis la présence des gens, quoi. C'est pas un livre d'idées, si vous voulez. Les idées sont assez vite évacuées. La manière dont c'est raconté, au fond, le racisme est quelque chose d'ordinaire et va de soi quasiment pour les personnages qu'on a ici, en tout cas pour certains d'entre eux. Puis il y a toujours ces parties avec des encarts, avec des articles de journaux ou des conversations téléphoniques, parce qu'on installe des micros pour enregistrer ce que disent certaines personnes à qui l'on veut peut-être nuire ou que l'on veut manipuler. Bref, on est dans ces bas-fonds et il y a évidemment beaucoup d'intérêt à lire ceci. En tout cas, moi je me laisse complètement prendre par cette lecture de Underworld USA de James Ellroy, que je vais reposer, mais il va de soi, étant donné qu'il me reste encore beaucoup de pages de ce livre à découvrir, que j'en reparlerai, comme je reparlerai donc de Gérard de Nerval. Là, je continuerai la Pléiade, je vais finir ces Filles du Feu, puis entrer dans d'autres textes, et puis je reparlerai de François Bon, le dernier chapitre de Calvaire des chiens, Berlin 1988, et puis je pense qu'il y aura quelques nouveautés dans mes lectures la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.